La diplomatie à présent, la grande question du jour concerne Donald Trump. Le président américain, je vous le disais, a quitté le G7 à la surprise générale. Pourquoi ce retour précipité à Washington? Officiellement, il dit vouloir une fin réelle du conflit Iran-Israël, pas juste un cessez-le-feu. Ses intentions restent floues. Bonjour Bertrand Besancenot et merci d'être en plateau. Vous êtes diplomate français, ancien ambassadeur de France au Qatar, en Arabie Saoudite, envoyé spécial et conseiller d'Emmanuel Macron pour les pays du Golfe. Le fait du jour, on attend de savoir l'implication ou pas directe de Donald Trump sur cette guerre, aux côtés des Israéliens bien sûr. Alors on a eu droit à tout ce matin, des propos incendiaires sur Emmanuel Macron, des appels à évacuer tout Téhéran, une main tendue aussi aux Iraniens. On n'y comprend plus rien. Quelles sont les intentions de Donald Trump? Le président Trump a été relativement clair depuis le début sur un point. Il disait qu'il préférait une solution négociée à une intervention militaire. Bon, c'était la conviction d'un peu tout le monde, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y aurait pas, enfin, en tout cas, qu'on donnerait sa chance à une négociation. Alors, simplement, les négociations américano-iraniennes n'ont pas abouti, enfin, sont dans l'impasse pour le moment. Et on a quand même le sentiment que le Premier ministre israélien a saisi cette opportunité. Alors peut-être pour éviter de préempter, enfin en préemptant, si je peux dire, un éventuel accord, mais qui avait l'air plutôt mal parti, en tout cas jusqu'à présent. Ou l'autre option, c'est naturellement pour des raisons de politique intérieure, à un moment où son gouvernement est en sursis, où par ailleurs, le carnage de Gaza est de plus en plus mal toléré dans le monde, y compris en Israël. Donc il avait une très bonne opportunité, profiter effectivement de l'arrêt des négociations américano-iraniennes et de l'affaiblissement de l'Iran pour avancer et puis, si je peux dire, redorer son blason en tablant à la fois sur le patriotisme des Israéliens et sur la faiblesse des moyens iraniens. Bon, alors maintenant, la question, c'est de savoir jusqu'où ceci peut aller. Et tout le monde sait que la seule personne qui soit capable aujourd'hui d'arrêter le conflit, c'est naturellement le président Trump, il est à la fois en négociation avec les Iraniens et d'autre part, il est le seul à pouvoir faire pression sur les Israéliens. Le problème, c'est Alors vers quoi va pencher la balance? oui, alors le problème, c'est qu'on a un peu le sentiment que le président Trump se fait instrumentaliser par Netanyahou, de même qu'il a été instrumentalisé par Monsieur Poutine. Bon, deux leaders qui ne respectent pas beaucoup le droit international. Donc la question, c'est que tout le monde se pose, c'est naturellement, il continue à parler d'accords, de paix, etc. Simplement, la seule question qui compte, c'est est-ce qu'il va se laisser entraîner ou non par Monsieur Netanyahou dans une confrontation généralisée. Bon, et ça, c'est évidemment la crainte des pays voisins, enfin notamment des pays du Golfe, qui ont très peur que s'il y a une confrontation, que celle-ci puisse déraper et qu'il y ait un impact sur leur propre pays. Et c'est ça qui retient Donald Trump? Alors, je pense que c'est un aspect, parce qu'effectivement, il est passé par Riyad, Doha et Abu Dhabi. Il a entendu sur place tous les dirigeants du Golfe lui dire nous sommes prêts à reconnaître à certaines conditions Israël. Simplement, vous nous évitez absolument une confrontation avec l'Iran, enfin entre Israël et l'Iran, parce que naturellement, notre priorité, c'est notre développement économique, c'est ce qu'on appelle les visions 2030, et que nous n'avons pas envie de nous retrouver dans une région totalement en crise qui, naturellement, ferait fuir tous les investisseurs. Bon, visiblement, le président Trump avait donné le sentiment, en tout cas aux dirigeants du Golfe, qu'il avait compris le message. Et la vérité, c'est qu'apparemment, il laisse faire Monsieur Netanyahou. Donc la question, c'est de savoir jusqu'où il va laisser faire. Et c'est là le point d'interrogation où il Mais est... on le sent sans grande conviction, quoi, Donald Trump, visiblement. Il se laisse convaincre par Netanyahou. Il est pied au mur, quoi. Si vous voulez, on a un peu le sentiment que sa préoccupation reste toujours commerciale, in fine, que c'est son mode de raisonnement, qu'il est persuadé qu'il est capable de favoriser des deals. Mais jusqu'à présent, preuve n'est pas faite que cette administration ait réussi, que ce soit sur le dossier ukrainien ou sur le dossier du Moyen-Orient, à justement engager les deals tels qu'ils étaient prévus. Donc, je ne sais pas très bien s'il a lui-même une nouvelle idée, mais il se contente de répéter qu'il veut un accord de paix. En même temps, il dit que l'opération est une très bonne chose. Enfin, donc, effectivement, si vous voulez, c'est un peu un vrai problème. Est-ce que néanmoins, au 5e jour de la guerre, la diplomatie peut reprendre le
le dessus? Est-ce que les Iraniens, qui sont affaiblis, ils sont quand même debout, hein, ils continuent à tirer des missiles sur Tel Aviv, sur Jérusalem. Est-ce qu'ils peuvent dire OK, allons vers la négociation et multiplions les concessions? En tout cas, l'espoir de M. Trump est très clair. D'ailleurs, il l'a dit. Il espère que cette opération israélienne contraindra les autorités de Téhéran à accepter les propositions américaines, c'est-à-dire l'arrêt de tout enrichissement d'uranium. Là, naturellement, pour le moment, en tout cas, les Iraniens ne veulent pas en entendre parler. Donc, quelle sera la solution? Est-ce que ça sera une fuite en avant avec tous les risques de confrontation dans la région? Est-ce que certains misent même sur un changement de régime, puisqu'on a entendu M. Netanyahou l'évoquer? Et il faut prendre la menace au sérieux de l'élimination du guide suprême. C'est ce qu'a dit Netanyahou. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Quand on voit ce qu'il a fait à Hassan Nasrallah, par exemple. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on sait très bien qu'aujourd'hui, le régime est affaibli, à la fois sur le plan économique, sur le plan de l'opposition intérieure. Il a perdu ses proxys dans la région. Et donc, effectivement, l'espoir, en tout cas de certains, est qu'il va y avoir une révolution intérieure face à l'incapacité, puisque pour le moment, il y a eu une décapitation de tout le système de sécurité intérieure iranien. Donc, si vous voulez, certains espèrent effectivement que face à cette situation, ceci va pouvoir permettre une révolution intérieure. Le problème, personne ne doute que la majorité de la population en a marre d'un régime à la fois oppressif et qui est incapable de réussir le développement économique du pays. Mais en sens inverse, imaginez que les gardiens de la révolution resteront sans réagir alors qu'ils ont tout à perdre, c'est un peu une illusion. Donc, si vous voulez, c'est un peu là où... Oui, il y a une ambiguïté, enfin, en tout cas, il n'y a aucune certitude sur cette question. Vous parliez en début d'interview finalement de ces fenêtres de tir et ces planètes alignées qui ont permis à Netanyahou d'agir, puisque ça fait 10 ans qu'on parle de l'enregistrement et du programme nucléaire qui serait une menace imminente contre Israël. Il y a eu bien sûr des fenêtres de tir avec l'affaiblissement du Hezbollah, avec la guerre à Gaza. Est-ce que le changement de pouvoir aussi en Syrie a compté pour Netanyahou? C'est tout un ensemble, c'est-à-dire que tout le dispositif de ce qu'on appelait l'axe de la résistance, reposant effectivement pas sur un engagement direct de Téhéran, mais sur l'engagement de tous ses proxys dans la région, c'est-à-dire le Hezbollah, le Hamas, les Houthis et les milices irakiennes, eh bien, tout ceci, effectivement, a été quand même très, très, très largement affaibli par les opérations israéliennes. Mais ce qui est aussi important, c'est la situation intérieure, c'est-à-dire en Iran, à la fois une situation économique désastreuse, le fait qu'également les défenses anti-aériennes de l'Iran avaient été largement éliminées par Israël, et le fait qu'il y a une opposition intérieure dont on sait qu'elle grandit avec le temps. Donc ça fait toute une série d'éléments, et avec l'espoir pour M. Netanyahou que finalement le président américain se laisserait entraîner. Alors ça, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il se laissera entraîner ou pas? Et qu'est-ce que ça changerait si les Américains décidaient d'aller directement avec les Israéliens attaquer les Iraniens? Ça serait l'usage de cette bombe XXL qui permettrait de frapper en profondeur les sites? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ceci permettrait de détruire une bonne partie de l'arsenal iranien. La question qui se pose, c'est est-ce que ça signifie que ça annihilerait totalement le programme nucléaire iranien? La réponse, en tout cas, les experts nous disent que on peut faire beaucoup de choses, on peut faire reculer d'un certain nombre de temps. En revanche, on ne peut pas bombarder le savoir des gens. Donc, si vous voulez, le résultat des courses, on ne sait pas. C'est-à-dire, soit vous avez effectivement une révolution intérieure, mais on n'est pas sûr qu'elle interviendra. Donc, si vous voulez, tout l'ensemble est fondé sur un pari qui est quand même très risqué. Oui. Avec des décisions qui pourraient intervenir de manière aléatoire. Un mot de la France et des Européens. Dès les premières heures de l'attaque vendredi sur l'Iran, Paris, Londres et Berlin ont soutenu Tel Aviv en affirmant le droit d'Israël à se défendre. Rien sur la légalité de cette opération qui viole le droit international. L'un de vos confrères, l'ambassadeur Gérard Haro, rappelle finalement ce droit international qui est au fond l'angle mort de la diplomatie européenne? Écoutez, en tout cas, en 1967, le général de Gaulle, justement, avait décrété un embargo sur les armes à Israël, précisément ne reconnaissant pas le droit d'attaque préventive.
Et en 2003, lorsque la France s'est opposée effectivement à l'invasion américaine, c'était justement parce qu'on n'avait pas de preuves tangibles des armes de destruction massive et qu'au contraire, c'était une attaque préventive. Ben, on est devant un peu le même phénomène aujourd'hui. Et donc, effectivement, il est tout à fait légitime de s'interroger sur la façon dont les premiers communiqués sont intervenus, donnant vraiment le sentiment non seulement d'une compréhension, voire d'une forme de complaisance à l'égard de l'opération israélienne. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est de voir que maintenant, le président de la République critique implicitement Netanyahou en disant qu'on ne peut pas envisager effectivement un changement de régime, que c'est naturellement le peuple qui doit le décider et pas de l'extérieur. Bon. Ouais. Donc, si vous voulez, ça donne un peu le sentiment, pour être tout à fait honnête, sans parler de la chamaillerie avec le président Trump, ça ne donne pas une lisibilité extraordinaire à la diplomatie française et européenne, pour être tout à fait honnête. Merci beaucoup Bertrand Besancenot d'avoir été notre invité.